Bon, il fallait qu'on soit là en pleine nuit pour débriefer cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Club des 5. Je suis là avec mes amis, Walid Acharchour et Yacine Amened. Bonsoir les gars. Salut. Salut à tous. Oh là là, c'est des petits saluts. On va débriefer cette rencontre, on va le faire en deux parties. On va faire d'abord cette vidéo plus spécialement sur le Paris Saint-Germain. On va en faire une autre qui va sortir, non pas dans la nuit, mais plutôt dans la journée de jeudi. Concernant le FC Barcelone, parce que ça a été une très très belle performance du FC Barcelone, et s'il y a des fans du Barça, vous serez rassasiés, ne vous inquiétez pas. On va parler de ce match du PSG, le match du PSG donc, qui s'est incliné 2 buts à 3 au Parc des Princes face au Barça, un match avec plusieurs momentum, une première période ratée, puis c'est très bien en début de seconde période. Walid, finalement il y a cette défaite, ça hypothèque pas complètement les chances du Paris Saint-Germain pour la qualification, mais c'est vrai que c'est un gros coup sur la tête. Ouais, t'as tout résumé. On a eu une première mi-temps très insuffisante de la part du PSG, tant techniquement que collectivement et individuellement. Il faudra reparler peut-être aussi de la responsabilité du coach sur la composition de départ, parce qu'il peut avoir débat là-dessus. On a eu une deuxième mi-temps bien meilleure, avec des réajustements, notamment de Luis Enrique, qui ont été pertinents pour le PSG, et un match de Ligue des Champions qui a tourné en très très peu de temps. On n'est pas habitué avec le Paris Saint-Germain. Avec voilà, ce but de Dembélé qui sonne la révolte, le but de Vitinha derrière qui ressemble un petit peu à celui qu'il avait mis contre Dortmund, notamment en phase de poule de Ligue des Champions. Et derrière, on a eu une équipe du Barça qui a réussi à revenir dans ce match-là avec une vraie qualité technique, notamment cette passe de Pedri pour Rafinha, ce but exceptionnel qui climatise un petit peu le Parc des Princes. Parce que ça calme un peu tout le monde. Ouais, parce que le PSG était à un moment donné, à ce moment-là, proche du 3-1. Il y avait quand même des situations avec Barcola qui touche la barre, même si c'est d'abord Ter Stegen qui la met sur la barre. Même si après le 2 partout, il y a encore des situations. Il y a le poteau de Dembélé qui est finalement hors jeu, mais après revérification, on se pose la question. Il y a un sauvetage héroïque aussi d'Araujo devant Barcola. Donc on a eu des situations de la part du Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps. Mais le Barça, de par ce deuxième but et puis surtout la qualité des coups de pied arrêtés, ils ont réussi à aller chercher cette victoire avec beaucoup de maturité. Mais même si je trouve le score un peu sévère au vu de la deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain, tu peux pas jouer qu'une mi-temps sur deux. Et tu peux pas être aussi défaillant individuellement, parce qu'on rentrera dans les détails, mais quand on a un Donnarumma défaillant, quand on a un Lucas Hernandez défaillant, quand on a un Beraldo défaillant, quand on a un Kylian Mbappé inexistant, quand on a un Dembélé sur courant alternatif, quand on a un Asensio fantomatique, en fait ça fait quand même beaucoup pour réaliser une grosse performance. On va parler bien sûr de la bataille tactique, de ce qu'a fait Luis Enrique, de aussi quelques performances individuelles. On va parler de Kylian Mbappé, c'est notre miniature, donc forcément on va en parler. Yacine, est-ce que quand on est là, quelques heures après le coup de sifflet final, est-ce que quand tu revois un petit peu, tu as quelques mémoires de ce match-là, tu te dis que tu es déçu quand tu es supporter du Paris Saint-Germain par rapport à la prestation de l'équipe et ce qu'elle était capable de faire? Oui, clairement, parce que déjà tu peux pas produire cette première période. En termes d'agressivité, en termes d'intensité, en termes d'espace que tu laisses aux joueurs et en plus en termes de lecture du jeu. Parce qu'en fait, les situations que le Barça se crée sur la première mi-temps, il y en a plusieurs qui se ressemblent, souvent de la même façon, et en fait, tu n'arrives même pas à corriger pendant la première mi-temps. Donc, tu es obligé d'être déçu parce que tu as le droit de te rater dans un match, tu as le droit d'avoir un temps faible, mais il doit y avoir des joueurs ou un coach qui corrige certaines choses et ça n'a pas été corrigé. C'était corrigé après, à la mi-temps. Voilà, à la mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps, tu es déçu parce qu'en fait, le PSG, tu vois, souvent, on voit en Ligue des Champions, dans les temps forts, ça fait mal. Alors, Paris mène 2-1, mais malgré tout, eux, ils sont punis sur presque pas grand-chose parce que quand le Barça revient à 2-2, comme le disait Walid, on est quand même, peut-être pas 3-1, mais on est quand même plus proche du 3-1 que du 2-2. Ça veut dire quelque chose, et t'es puni sur une action qui est quand même à la base très anodine parce que tu as le ballon, il n'y a pas de pressing et Beraldo rate sa relance. Tu donnes à Donnarumma qui allonge parce qu'il ne sait plus quoi faire. Sur la récupération, tu te fais planter dans le dos et finalement, ça remet le Barça dans le match. Et toi, tu as l'impression que ça te fait mal, même si encore une fois, il y a des situations derrière. Tu sens qu'il y a à ce moment-là
une maîtrise qui est plus bonne, alors qu'il y a eu 10-15 minutes qui étaient vraiment bonnes. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a dérangé le plus sur le contenu global du PSG, c'est qu'en dehors de ces 15-20 minutes-là, ça a manqué de course, en fait. Et je crois que c'est ça le pire. Parce que hier, par exemple, le match entre City et le Real, il y a eu plein d'erreurs. Tout n'était pas parfait, il y a eu du déchet technique, tu as le droit. Mais par contre, il y a eu des courses, il y a eu de l'envie, il y a eu des choses qui étaient claires. Et là, moi, je ne sentais pas ce PSG complètement clair dans ses idées, en fait. Si on en vient justement à cette composition de Luis Enrique, on y va un peu crescendo, hein, mais on a donc une surprise dans ce 11, une vraie surprise, c'est la non-titularisation de Warren Zaïre-Emery, avec donc Lee Kang-in qui vient à sa place, Asensio qui est choisi donc pour être le troisième de devant plutôt que Gonzalo Ramos. Après derrière il y avait plutôt Marquinhos à droite, ce qui était assez attendu. Il y a eu ce réajustement à la mi-temps, donc on imagine que Luis Enrique a estimé s'être trompé de par ce que la première mi-temps lui a montré. Mais est-ce que tu trouves, Walid, qu'il y a eu une véritable erreur de la part de Luis Enrique ? Moi, pour être honnête, quand je vois la composition d'équipe, j'apprécie la composition d'équipe. Parce que je trouve qu'il a mis les meilleurs joueurs techniques autour du duo Dembélé et Mbappé, qui doivent être les deux joueurs déséquilibrants qui font la différence. Le choix Marquinhos en remplacement d'Hakimi, c'est ce qui a été demandé. Il y en avait beaucoup qui avaient très très peur de voir Warren Zaïre-Emery dans ce poste-là, notamment face à Rafinha dans le dos. Il y a, tu l'as dit, le choix Kang-in Lee ou Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery, moi je le mets, mais est-ce qu'il était à 100% ? Est-ce qu'il avait 90 minutes ? Est-ce que lui, dans la vision de Luis Enrique, il se dit pas, vaut mieux que je l'ai en finisseur pour me réimpacter un petit peu la rencontre, bonne, hein, parce que sa rentrée est très bonne. Plutôt que de le faire démarrer, de le perdre à la 60e et à un moment donné de faire rentrer un Lee Kang-in qui est peut-être moins un impact player. Ça peut se comprendre là-dessus. Moi, j'aurais mis Warren Zaïre-Emery titulaire, même si il était moins bien sur les dernières semaines. Mais après, au final, c'est quoi ? Beraldo, Lucas Hernandez, c'est la charnière centrale qui t'a qualifié en quart de finale. Nuno Mendes était titulaire au retour contre la Real Sociedad. Vitinha devant la défense. Fabien Ruiz, Lee Kang-in ou Warren Zaïre-Emery. Et devant, Asensio. Moi, Asensio, je l'ai toujours dit, mais depuis août-septembre, où il y avait eu des très bons matchs au poste de faux numéro 9, j'avais expliqué que si Asensio était à 100%, dans un gros match, il mettrait Asensio en faux numéro 9. Luis Enrique lui fait confiance. Donc, est-ce que c'est une énorme surprise ? Ce que je peux juste reprocher à Luis Enrique, moi, par rapport à Asensio, c'est de ne pas l'avoir travaillé sur les dernières semaines quand il était là. Et il revient de blessure juste après il nous a fait une petite tambouille notamment. Et Asensio, quand il a été utilisé en deuxième partie de saison, il a très peu été utilisé, voire jamais, au poste de faux numéro 9. Ça a souvent été milieu relayeur ou sur un côté. Donc je pense qu'en termes d'automatisme, ça aurait été cool de mieux le travailler. Donc voilà, c'est Ramos pour Asensio, Barcola il revient de blessure. Donc c'est quoi ? C'est Ramos pour Asensio et Warren Zaïre-Emery pour Lee Kang-in. Moi, globalement, la composition d'équipe, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, la réalité, c'est qu'on allume notre télé, il y en a qui ont été au stade, et les choix n'ont pas été payants. Asensio, Lee Kang-in se sont marchés dessus. Il y a eu une illisibilité qui t'a rendu un petit peu, même toi, un peu fébrile dans tous les mouvements. On n'a pas tout compris. Et puis surtout, voilà, le Barça, sur un rythme lent, mais à la barcelonaise et un peu à l'ancienne, a réussi à vraiment gérer le tempo de ta première mi-temps, tout en constatant aussi qu'au-delà du choix de Luis Enrique, je répète, mais il y a des défaillances individuelles qui, à ce niveau-là, on va y venir, qui à ce niveau-là te conditionnent aussi, tu vois. Yacine, mes relances vont être à l'image de celle du Paris Saint-Germain. Elles vont manquer un peu de variation. Donc je vais te poser exactement la même question. Est-ce que tu trouves aussi est-ce que tu trouves toi plutôt que Luis Enrique s'est trompé ? Oui, parce que en fait moi j'aurais pas mis Lee Kang-in et Asensio parce que pour moi le doute en fait c'était Zaïre-Emery, Lee Kang-in, Asensio et en fonction de non mais c'était même pas, c'était Zaïre-Emery et en fait Lee ou Asensio et après Lee ou Asensio suivant celui que tu mets, l'animation elle peut être un peu différente avec Asensio qui va être faux neuf ou ça peut être Lee qui va être à l'intérieur, excentré et Dembélé qui va jouer plus à l'intérieur, donc tu pouvais l'animer différemment. Donc tu peux les mettre les deux dans le 11. Non, tu mets l'un des deux. Voilà, mais tu peux l'animer l'un différemment. des deux et tu le mets différemment. Voilà. Donc moi déjà j'ai été surpris là-dessus parce que déjà moi je suis pas un grand fan de Lee Kang-in, comme ça va être clair, mais surtout c'est que ce que disait Walid tout à l'heure sur le fait d'en faire jouer un
puis l'autre, avec Zaïre Emery par exemple. Pour moi, Lee Kang-in a souvent été plutôt intéressant quand il entrait parce qu'il a un peu de vivacité, etc. Maintenant, quand il démarre les matchs, il manque d'intensité, il manque de vivacité, il manque pas de vivacité, mais plutôt de puissance. Il n'y a pas de déséquilibre, quoi. Voilà. dans son Et jeu. du coup, ce qu'on a vu sur la première mi-temps, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu le trouvais, il y avait son petit contrôle extérieur et puis on remettait derrière. Il n'y avait pas de différence de fait, il n'y avait pas de passe qui faisait mal, il n'y avait pas. Mais pourtant, quand Kang-in Lee était meilleur en deuxième mi-temps, il a été très bon sur le bon passage. Je l'ai trouvé, et sans Asensio. Il a été meilleur, mais déjà, moi, j'aurais pas mis les deux. De toute façon, j'aurais pas mis les deux. Et on peut revenir aussi pourquoi les deux, parce que Donc tu effectivement, mets qui devant toi? moi, de toute façon, j'aurais démarré avec Ramos. En fait, c'est soit. Moi, j'aurais pas mis les deux. Donc, Vitinha, Fabien Ruiz, ça bouge pas. C'est soit Warren Zaïre Emery et Asensio ou Lee. Ouais. Non, en gros, toi, c'est Warren Zaïre Emery et Ramos. Moi, à la base, c'était Warren Zaïre Emery et Ramos. Ok, Voilà. donc J'aurais aucun pas des mis deux. les deux. Les deux. Parce que tu vois, tu disais Asensio revient de blessure. Et dans le podcast de Paris United, j'en avais parlé. Moi, je suis de l'avis de Walid, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Asensio est à 100%, moi aussi, je pense que Luis Enrique a une préférence pour lui. Mais il revenait de blessure. Il s'était blessé à Monaco. Donc, malgré tout, il n'a pas enchaîné beaucoup de matchs. En plus, comme le dit Walid, pas dans des rôles qui étaient celui-là. Alors, ça fait peut-être partie de la fameuse illisibilité que veut Enrique, c'est-à-dire que je ne prépare pas officiellement en match ce positionnement parce que je ne veux pas dire que je peux le faire. Peut-être. Mais en tout cas, moi, j'avais cette idée-là. Et je pensais qu'il ne jouerait pas à cause de son temps de jeu ou de son retour de blessure. Donc moi, j'aurais mis Ramos. Maintenant, à partir du moment où il y avait le choix, que Luis Enrique ne voulait pas, moi, c'était un des deux. Je ne mets pas les deux en même temps. Parce qu'en plus de ça, en termes d'impact, etc., tu perds malgré tout, même si Zaïre Emery est moins bien, c'est vrai, il a beaucoup enchaîné, il est jeune, on le sent qu'il est moins bien, et puis il a été aussi aballoté à quelques postes. Malgré tout, on voit sur son entrée en jeu, il était là, dans l'impact, c'est quand même autre chose. Solide. Oui, dans la puissance physique, dans la façon d'éliminer. Voilà, et si... Alors, il y a peut-être sa blessure contre Rennes, parce qu'il sort, il y a de la glace. Il a pris une béquille. Voilà, c'est toujours compliqué, parce que nous, on n'est pas là-dedans. C'est pour ça que moi, les compos de départ, c'est un peu compliqué de les analyser, parce qu'on n'est pas à l'entraînement, on n'a pas toutes les analyses. On n'a pas tous les éléments. Voilà. Non, mais après, il se trompe, mais en fait, l'idée, c'est que la compo, elle n'est pas loufoque. Mais voilà, c'est pas un truc de fou. Tu vois ce que je veux dire? Ils nous inventent pas. De toute façon, en fait, le problème, c'est qu'avec Luis Enrique, on n'est jamais content. S'il nous avait mis Dembélé en 10, ou on fait numéro 9 comme la Sociedad, on aurait tapé dessus. Si on avait mis Mbappé au poste de numéro 9, il nous remet Mbappé au poste de numéro 9. Si il nous avait mis Warren Zaïre Emery à droite à la place d'Hakimi, mais il va se faire mélanger. Donc en fait, globalement, moi je trouve que sous le prisme Luis Enrique, il n'y a rien de révolutionnaire, tu vois ce que je veux dire? Globalement, après, et en plus, moi j'aime bien de voir qu'il y a un entraîneur qui a un peu d'ambition avec des joueurs techniques en essayant de vouloir avoir la maîtrise. Maintenant, la réalité, c'est que Luis Enrique ou pas Luis Enrique, la première mi-temps, elle est mauvaise et il a une part de responsabilité dans ça parce que c'est ses choix. Tu vois? Oui, bien sûr. Bon. Et après, il y a une rectification. Le problème, c'est que quand tu rectifies à 1-0, t'es un peu plus embêté. Même si le scénario de match fait que et 1-0, à 52e, tu mènes 2-1. Oui, d'accord, très bien, tu mènes 2-1, mais à 1-0, je répète. Mais autant, pour moi, la deuxième mi-temps du Barça, en termes de volume, d'occasion, elle est très réaliste. Autant la première, elle n'est pas réaliste du Barça. C'est-à-dire qu'entre Nuno Mendes qui fait le sauvetage sur la ligne, entre Donnarumma qui était à deux doigts de nous faire la même sortie qu'au Havre, notamment sur la passe de Ter Stegen, les Rafinha qui sont sur des situations à 2-3 mouvements de faire très très mal, tu peux, avec cette composition d'équipe-là, surtout qu'en plus on voit très très peu Ter Stegen sur la première mi-temps, te retrouver avec un score plus lourd. Et juste pour finir là-dessus, c'est... Moi, ce qui m'a posé problème aussi par rapport à la compo, c'est qu'il y a eu un problème d'animation offensive et défensive. Offensivement, parce que Asensio, c'est quand même la zone plutôt axe droit ou droit. Dembélé, Lee. Donc déjà, il y avait un problème dans cette animation quand tu avais le ballon. Parce que Asensio, il n'a pas vraiment joué en faux neuf. C'était un peu bizarre quand il décrochait. Et puis, il décroche dans une zone qui est très restreinte, puisque tu as le ballon et que tu es dans les 35 derniers mètres. Voilà. Et défensivement, le deuxième problème, c'est que, tu manques d'impact. Et 2, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu sur la première mi-temps, il y avait quand même un rôle un peu bizarre d'Asensio. C'est-à-dire que défensivement, il devait aussi aller coulisser côté gauche. Ouais, c'est vrai. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu perdais le ballon, il fallait qu'il coulisse côté gauche. Donc, c'est Lee qui revenait un peu plus à l'intérieur. Et quand on regarde le premier but, par exemple, on a quand même une passe
sur 30 mètres du défenseur central. Alors, je sais plus Koubarsi. c'est lequel des deux, je crois que c'est Koubarsi qui trouve Lewandowski. Lewandowski, il se retourne et il fait 20 mètres de course sans croiser un seul joueur. Bon, évidemment que les joueurs sont coupables parce que tu as le droit aussi d'être assez intelligent pour compenser. Mais à un moment donné, à force de demander à lui de faire ça et lui de faire ça quand on n'a pas de ballon, pour compenser évidemment le fait qu'il y en a un qui n'a pas envie de courir et de se C'est vrai que replacer. ça bougeait énormément défensivement sur le front d'attaque. À un moment donné, tu fais quoi? Qui prend qui prend quoi, qui joue quelle zone. Et pourtant, parce que le liner, c'est la défaite de Luis Enrique, il faut parler de sa réaction qui est très positive. Et sur sa réaction, pourtant, il y a des choix que moi, je ne comprends pas et qui sont payants. Au contraire. Genre la rentrée de Barcola. Lucas Hernandez à droite. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait là, en fait? Et Lucas Hernandez a été meilleur à droite que dans l'axe où sa première mi-temps, elle n'est pas bonne du tout. Le choix de. C'était plus un recentrage de Le Marquinhos. choix de mettre d'ailleurs. Barcola à droite, alors je pensais que c'était Mbappé qui allait aller dans l'axe, et Barcola à gauche, et Dembélé à droite. Au final, on a eu une Rodrigo Vinicius hier soir, où les deux étaient collés côté gauche pour apporter le surnombre. Et c'est ce qui a permis. En fait, finalement, on avait Lee et Barcola sur un côté, et Dembélé et Mbappé d'un autre. Et en fait, ça a permis à Vitinha de plonger, à Fabien Ruiz de plonger, comme c'était le cas sur le deuxième but. Et ça aussi, c'est imputé à Luis Enrique. à Luis Enrique. Le problème, c'était dans la réaction, et le PSG a été sans cesse dans la réaction ce soir. Alors, on a un peu donné son nom. On va parler de certaines perfs individuelles. On va pas parler de Donnarumma, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres Mais ça en fait émissions, partie. Hein. etc. Mais dans les perfs individuelles, forcément, on est obligé de mettre Donnarumma dedans. Mais j'aimerais qu'on revienne sur le match de Kylian Mbappé, parce que on a regardé Téléfoot dimanche, quoi. En fait, le problème, c'est ça, c'est que les grands joueurs répondent dans les grands rendez-vous. Voilà, on est obligé d'analyser cette performance avec ce prisme-là, le prisme d'un champion du monde, le prisme d'un des meilleurs joueurs du monde, d'un podium Ballon d'Or. Du meilleur joueur du monde, non? D'un des meilleurs joueurs du monde. Ah non. Il n'y a pas deux meilleurs joueurs du monde pour moi. Après, parce que c'est quand on veut. Non, mais bref. Mais c'est un match. Alors, j'ai pas envie de vous donner les mots que vous allez dire, mais pour son statut, c'est pas un match digne, Yacine. Non, c'est un match scandaleux. C'est un match scandaleux dans son attitude, dans ses choix. La première mi-temps où il se replace pas et du coup, les quelques fois où Paris récupère le ballon, tu peux pas jouer de transition parce qu'il est hors jeu, parce qu'il a décidé de pas se replacer. Tu es obligé de demander à Asensio de venir fermer le couloir parce qu'il a décidé de pas se replacer. Avec le ballon, il n'y a pas de vitesse. Il tente 2 fois sa fameuse prise de balle, je rentre intérieur. Koundé et Araujo, ils ferment. Non mais à un moment donné, tu sais faire que ça, toi. C'est-à-dire que dès que ça marche pas, tu peux pas trouver une autre solution. T'appuyer sur les autres, ça t'intéresse pas. T'as décidé de forcer. En fait, lui, il est pas venu jouer un match, il est venu marquer des buts. Voilà, pour être la star comme d'habitude. Et je vais même aller plus loin dans la comparaison avec Lewandowski, parce que j'ai entendu à droite à gauche que Lewandowski n'avait pas été. Voilà. Mais Lewandowski, il a fait un match De patron. collectif. Mais oui, il a joué avec les autres, il a joué pour les autres. Alors oui, il n'a pas marqué. Mais ce qu'il a fait dans les décrochages, dans le travail pour peser sur la défense, etc. Bref. Et ensuite, en deuxième mi-temps, tu forces une frappe. En plus, je trouve qu'en plus de forcer certaines frappes, et certains passages à 3 contre 1, il essayait de passer entre tout le monde un peu à la façon qu'il Real avait fait Madrid, contre... Voilà, mais sauf que cette fois, c'est pas passé. Il mettait 2 heures à frapper. Entre son contrôle et sa frappe, il n'y avait rien. Non, mais son match, il est juste scandaleux. Moi, franchement, quand j'ai vu Ramos qui allait rentrer, je pensais honnêtement que ça allait être pour lui. Ah ouais? Ça va, c'était à la 84e. Oui, bon, déjà, mais évidemment que plus tôt, ça aurait été peut-être un peu plus intéressant. Mais encore une fois, on va revenir à tout ce qu'on dit régulièrement, et j'en avais parlé dans une émission, je ne sais plus laquelle, ici, cette fameuse idée que ce joueur peut te débloquer une situation. Alors effectivement, il l'a déjà fait, il n'y a pas de problème. Mais je répète, sur 150 matchs que tu joues, tu débloques la situation 5 fois. Est-ce que ça vaut le coup de plomber un collectif et d'attendre cette lumière qui arrive une fois tous les 25 matchs et d'arriver à ça, parce que pour moi aujourd'hui le PSG, je suis désolé, ils ont joué à 10. Voilà, collectivement ils ont joué à 10. Lui il a fait un match tout seul, déconnecté des autres. Voilà, il a fait son match. Walid, c'est pas la première fois que Kylian Mbappé est en difficulté quand il est bien pris. Je pense notamment à Upamecano l'année dernière avec le Bayern. Là, ils étaient 2, hein. Il y avait Araujo et Koundé qui se disaient bon, on va le prendre, et puis quand il va avoir le ballon, on va être 2. C'est ça, à 25 ans maintenant, on peut commencer à parler de faille peut-être dans le jeu de Kylian Mbappé, c'est de ne pas trouver
la solution, l'autre solution quand il est pris comme ça? Oui, c'est ça, c'est que ce soir, encore une fois, on a vu un Kylian Mbappé défaillant dans ce qu'il doit apporter au Paris Saint-Germain. Et c'est pas la première fois. Et quand ça se passe mal, il y a l'attitude qui va avec. Et quand on voit sa saison, globalement, au-delà de la Ligue 1 et de ses statistiques qui restent exceptionnelles, mais son apport dans le jeu, son apport dans cette faculté à être le joueur supérieur là où on l'attend par rapport à ce qu'il est et par rapport à ce qu'il gagne, on n'est pas dans le bénéfice aujourd'hui. Quand tu regardes sa phase de poule de Ligue des Champions, à l'extérieur contre le Milan, il te crève l'équipe. Contre Newcastle, on est obligé de imaginer un système adéquat pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions et pour qu'il ne défende pas. Techniquement. Et contre Newcastle, au retour à Paris, il te rate un truc tout début de match aussi qui fait que... Et puis même, il termine dans la poche de Trippier les 70 premières minutes et c'est son remplacement au poste de numéro 9 qui permet au PSG, avec un penalty très généreux, au passage, de sauver la face. Il y a eu ce match contre la Real Sociedad, où il a été très très bon contre la Real Sociedad, au match retour notamment, mais dans un collectif qui a rayonné, qui a été plutôt bon. Et on se rend compte encore une fois ce soir qu'il n'est pas dans le coup. Et ce qui est fou ce soir, c'est que le temps fort du Paris Saint-Germain est fait sans lui. Et que c'est à l'initiative de Vitinha, à l'initiative de Lee, à l'initiative de Barcola, à l'initiative de Dembélé. Et il n'est pas dans les circuits de passe. Et en fait, le problème, c'est qu'on en parlait avec Elton, là dans la voiture avant de venir. Le gros problème, c'est pas Mbappé, en fait, au final. C'est ce qu'on dit de Mbappé. C'est ce qu'on pense de Mbappé. C'est les défenseurs de Kylian Mbappé. Qui, en fait, trouvent sans cesse des subterfuges pour expliquer ses méformes, pour expliquer son attitude, et pour constamment dire haut et fort que si le PSG gagne, c'est grâce à Kylian Mbappé et ce sera uniquement grâce à Kylian Mbappé. Et si le PSG perd, c'est injuste de pointer du doigt Kylian Mbappé. Et si C'est de la faute des autres. Et si Mbappé n'est pas bon au Paris Saint-Germain, c'est pas lui le problème, c'est les autres le problème. Et il faut trouver absolument La faute de qui? des excuses. Et Luis Enrique. Bien évidemment, Luis Enrique. Et là, encore une fois, ce soir, on nous a expliqué, quand on a critiqué, parce que nous, on est quand même les seuls à quand même critiquer de manière véhémente Kylian Mbappé de par son statut quand il est pas bon. Quand il est très bon, on le dit et on n'a aucun problème à le dire. Quand il est pas bon, on nous dit non mais il a pas envie. Donc si ce soir, sur le possible dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes avec le PSG En Ligue des Champions. contre le Barça, son futur rival s'il va au Real Madrid, s'il n'a pas envie ce soir, il a envie quand? Quand il te dit, après l'équipe de France, et on avait expliqué sur les matchs contre l'équipe de France, que son attitude de capitaine et de leader avait été honteuse. On nous a dit, arrêtez de nous prendre pour des fous. Vous parlez de Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il en a à faire d'un match contre l'Allemagne et contre le Chili? Il sera là dans les matchs qui comptent. Ce soir, c'est un match qui compte? Plutôt quand même. C'est plutôt. je pense que c'est plutôt Donc, bien. est-ce qu'on ne peut pas dire Mbappé, à un moment donné, il a été pris par deux défenseurs qui l'ont très bien bloqué, Koundé et Araujo. Il a peut-être en ce moment pas la créativité nécessaire pour faire les différences. Est-ce que c'est si grave? C'est arrivé à un tas de joueurs. Mais Mbappé est pas bon. Quand je parle de l'envie, il y a un autre argument. Il doit jouer à gauche, point. Il n'y a pas de débat. Mbappé, tu le mets à gauche, tes soucis sont réglés. Il te fait gagner le match. Contre n'importe quelle équipe, parce que c'est le meilleur joueur du monde. Il joue ce soir. À gauche. Vous n'avez pas trouvé dans le match de Kylian Mbappé qu'à un moment donné, il aurait fallu lui donner une liberté plus importante? Tu veux dire qu'entre Koubarsi et João Cancelo, t'as peut-être plus de chances de faire des différences? Est-ce que et Araujo? non, mais parce que les débats sont gelés sur le positionnement de Kylian Mbappé. Tu vois, moi, je dis souvent, la position préférentielle de Kylian Mbappé, ça reste à gauche. Mais je suis pas fermé sur quelques types de matchs à le mettre au poste de numéro 9 si le jeu en vaut la chandelle.
Aujourd'hui, il a été à gauche contre Marseille. Il a été catastrophique. On nous a dit, bon, pas envie. C'est qu'un classico. Il était catastrophique contre le Chili. À gauche, bon, pas envie. Contre l'Allemagne. Match amical, c'est pas très grave, pas envie. Et là, encore une fois, ce soir, j'aurais bien aimé, moi, qu'à un moment donné, au bout de la 20e minute, où il voit qu'il est ficelé. Bon, je vais un peu désolé. Hein. Ousmane, viens. Asensio, viens. Moi, il l'a fait un petit peu en début de match. Mais là, il s'est caché dans sa zone, là-bas, là. Il s'est caché dans sa zone. Et quand il dit à Téléfoot, moi, je me cacherai pas. Mais c'est tout le contraire qu'on a vu aujourd'hui. Lee, c'est pas caché. Dembélé, c'est pas caché. Il y a eu du déchet pour beaucoup de joueurs. Mais faire contrôle-passe, quand tu as des situations de 1 contre 1, de 2 contre 1, je suis désolé. C'est pas Kylian Mbappé. C'est pas là où on l'attend. Yacine, dans ce que vient de dire Walid, il y a une chose qui est assez intéressante, c'était potentiellement son dernier match au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça t'inspire de sortir ce type de prestation ? Non, mais tu l'as senti animé, toi, ce soir ? Non. Animé par quelque chose ? Mais non, mais je te dis. Tu sais, le lien, parce qu'on nous vend un lien avec les supporters, c'est Kylian Mbappé, ces trucs. Tifo incroyable, 14 tifos. T'as senti un mec, tu vois Vinicius, là, hier, avant-hier, avec Bernabéu, tu sais, t'as l'impression que ça lui colle au maillot, il y a un truc, c'est animal. Mais il n'y a pas de lien, de toute façon. Et moi, je le redis, lui, de toute façon, il l'a expliqué. Ça fait 8 ans, ou presque 10 ans maintenant qu'il est pro, et il l'a expliqué régulièrement. Il est là pour faire des stats, il est là pour marquer l'histoire du foot. En fait, il n'était pas là pour faire un match de quart de finale de Ligue des Champions. Il s'en fout des supporters, il s'en fout du club, il s'en fout de tout. Lui, ce qu'il voulait, c'était marquer dans un quart de finale de Ligue des Champions pour dire que dans les gros matchs, il existe. Même ça, tu l'as ressenti, ça ? Non, mais si je l'ai ressenti, parce que pour moi, quand il force les passages et tout, c'est qu'il veut aller au bout. Sur la fin de match, notamment. Voilà, pas dans l'envie. Il y a une frappe à un moment où c'est pas le corner, il doit décaler à gauche. Ah oui. C'est pas l'envie comme nous on l'entend, j'ai envie de faire gagner l'équipe, mais c'est l'envie de je vais scorer, quoi. Voilà. Donc je frappe quand il faut pas frapper, je suis entre 4 joueurs, voilà. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est j'ai déjà dit plein de fois que pour moi, il avait jamais eu de lien avec les supporters. C'est-à-dire que les supporters le kiffent parce que c'est un Parisien, parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde et parce qu'il a marqué plein de buts. Mais jamais ils l'ont kiffé parce qu'il t'a donné quelque chose. Tu vois, il n'y a jamais eu d'échange. Et donc, son match aujourd'hui, encore une fois, hein, et c'est ce qu'on répète depuis quelques mois, sa sortie va être ratée. Moi, c'est pas sa sortie, je pense que c'est son passage, entre guillemets, en dehors des stats, encore une fois. Mais tu vois, ce qui me dérange, c'est que, et c'est là où moi j'ai un problème avec les gens, c'est qu'on parle souvent de ses stats, etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, on a le droit d'attendre d'un joueur de 25 ans qui est un grand joueur, qui est international, champion du monde et tout ce qu'on veut. Un peu d'intelligence. Quand je dis d'intelligence, ça veut dire que ton équipe, elle n'est pas bien. Toi, tu n'es pas bien. Est-ce que tu as le droit de revenir à des choses simples ? Tu es pris à 2. Parfois à 3. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des joueurs libres autour de toi ? Eh bien, peut-être qu'à un moment donné, lâcher le ballon 2-3 fois en une touche, mais ça va obliger les autres à se dire « Ouais, mais en fait, là, ils jouent en une touche. Donc, on va peut-être pas venir à 3 à chaque fois parce qu'à un moment donné, on va se faire crever. » D'ailleurs, l'action de Vitinha, c'est ça un peu. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'action, mais ce qui se passe sur l'action de Vitinha, en fait, c'est ça. Il y a des échanges. Du monde sur lui et Vitinha continue tout seul et essaie de frapper. Ça, à un moment donné, il l'a fait ça à un moment donné. Oui, mais pas assez. Peut-être les 15 premières minutes ça correspond aussi au moment du PSG, mais t'as l'impression qu'il fait un peu le sale boulot. Venez sur moi et les autres exprimez-vous. Et en fait, si tu veux retrouver de l'espace, fais ça pendant 5-10 minutes. À un moment donné, les mecs, ils vont pas venir à 3 à chaque fois et se faire ouvrir plein axe. Donc, tu le fais 15 minutes. C'est sûr qu'à la 16e minute, le prochain ballon qui arrive, tu es à 1 contre 1 ou à 1 contre 2, mais vraiment maximum. Voilà. Mais ça, il sait pas le faire parce qu'il n'est pas dans cette réflexion-là. Il est là pour faire des stats. Et aujourd'hui, si c'est le dernier match du PSG au Parc des Princes, tu termines sur une mauvaise note. Et je rappelle quand même que finalement, tu parlais de rapport au public. Le dernier vrai moment de vibration, c'est le Covid. Donc ça veut dire qu'en fait, t'as jamais. Non, il y a le Real Madrid quand même. Le Real, oui, mais c'est un match aller. Et puis il y a le match retour qui gâche un peu tout. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le dernier moment, et Dortmund, je rappelle quand même que le match avant le Covid où il y a la célébration avec le public, il n'est pas là. Ouais, il est grippé. Voilà. Donc en fait, c'est quand qu'il y a eu des échanges ? En fait, il n'y en a pas.
jusqu'au bout, il n'y en aura pas. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Kylian Mbappé et sur le Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, pour relier au début, à partir du moment où sur ce type de match-là, on parle du mec qui est le mieux payé au monde. Le mieux payé au monde. Je répète, Romain, ce mec-là, il comporte 5 joueurs titulaires du Real Madrid en masse salariale. 5 joueurs. Mais 5 joueurs de très très haut niveau. Mais c'est pas Nacho et José Lu. Hein. C'est des mecs, tu prends Luka Modric, Tchouaméni, Kroos, Bellingham, 5 mecs. 5. Et quand tu prends bénéfice-risque et que tu as ce type de match-là dans sa globalité, pas que le footballeur, le leader, et quand tu arrives et que tu dis « Ah, le PSG, ils ont perdu ce soir. » Ouais, mais je répète, quand Donnarumma qui prend temps et passe à côté, quand Lucas Hernandez qui arrive pour temps passe à côté, quand t'as Mbappé qui prend temps, qui passe à côté, quand t'as Dembélé qui, hormis son but, techniquement, sa première mi-temps, elle est infâme. Ça fait beaucoup quand on va parler du Barça plus tard, quand t'as Gundogan, quand t'as Lewandowski, quand t'as Rafinha, quand t'as Pedri qui rentre et qui techniquement est capable de faire ça. Ça aide dans le rapport de force, dans le match-up, à un moment donné, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est presque heureux que le PSG n'ait qu'un seul but d'écart avant le match, le match retour. On va passer à la dernière partie de l'émission. On va juste faire des pronos sur les matchs du jeudi. Alors, je sais pas si vous voulez dire comment vous le sentez, peut-être, parce qu'on parlera plus dans les vidéos sur le Barça, sur comment vous voyez le match retour. Mais comme Yacine, tu seras pas sur la vidéo du Barça, comment tu sens le retour, juste rapidement? Moi, je pense honnêtement que malgré tout, si Luis Enrique fait quelque chose de cohérent, tu vois, qu'il n'invente pas et que les joueurs font, tu vois, le modèle des 15-20 premières minutes de la deuxième mi-temps. Mais en fait, il peut tout se passer parce que ce Barça, il n'est pas intraitable, il n'est pas inarrêtable. Ouais, il est friable. Cette saison, ils ont aussi souffert quelques fois. Contre Naples, il y a eu des temps faibles où ils pouvaient aussi, à un moment donné, être plus en difficulté, même s'ils finissent par gagner 3-1. Donc, il y a des points positifs. Il y a des points positifs aussi de ton côté. Voilà, qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu récupères Nuno Mendes quand même, et puis tu ne vas pas jouer pendant 6 jours. Nuno Mendes, même s'il a des lacunes défensives, il t'aide quand même un peu. C'est énorme. Tu récupères Hakimi. Tu récupères Hakimi, donc tu vas pouvoir déjà faire une charnière centrale. Voilà, normalement, ça devrait être Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez et. Tu vas récupérer Zahir Emery au milieu de terrain. Voilà, donc il y a des éléments quand même qui peuvent t'amener. Encore une fois, je répète, ce Barça, c'est un très bon Barça qui en plus revient bien depuis plusieurs semaines là. C'est pas un Barça où tu te dis c'est mort et c'est fini. En plus, tu as la chance, même si on n'est pas tous pour ou contre ou je sais pas, mais qui a pu les buts à l'extérieur. Évidemment qu'à 3-2 avec les buts à l'extérieur, je t'aurais peut-être dit bon, ça commence à être compliqué. Là, il n'y a pas, c'est 1-0. Ouais. Voilà, c'est 1-0. Il y a des signes positifs. Maintenant, il faudra montrer un visage que tu as montré pendant 20 minutes, pendant 85 minutes. Quoi. Ouais. On verra ça sera mardi. Walid, je te poserai la question mais dans la vidéo sur le Barça. Okay, comme ça, les gens qui n'ont pas encore vu, ils verront ça à midi, à partir de midi, je crois. Ça sera jeudi dans la journée. Juste, rapidement, on fait des cotes sur les matchs du jeudi en Europa League, parce qu'il y en a qui jouent. On vous rappelle que c'est avec Winamax, donc n'hésitez pas à vous créer un compte si vous n'en avez pas. Et puis on rappelle bien sûr, et ça c'est important, c'est dans le bandeau jaune et ça sera tout le long, que jouer comporte des risques et qu'il faut faire attention aux mises que l'on met. Nous on le fait sous forme de cotes, on vous propose des cotes et on se fait un petit classement entre nous. On a le tableau, comme ça vous le voyez. Il y a eu du changement par rapport aux derniers pronostics qui ont été faits sur les dernières semaines. Et Elton est passé juste devant toi, Walid, avec 0,01. Bravo à lui. Devant 26,7 face à 26,69, c'est quand même assez incroyable. Voilà pour le tableau. On vous a mis des matchs d'Europa League. On va commencer peut-être avec le match de l'Olympique de Marseille, Walid. Avec Pierre-Emerick Aubameyang, moi buteur. Ouais. C'est à Benfica. C'est sa Coupe d'Europe depuis le début de la saison. Je trouve que Benfica est un peu moins bien, notamment sur l'aspect défensif. Je vois un match ouvert dans la lignée de ce qu'on voit depuis le début de la semaine, où on a une très très belle semaine européenne. Et je me dis que Aubameyang, il tire les pénaltys. Je vois pas forcément l'OM gagner, mais je vois un match avec des buts. Et Aubameyang, buteur à 2,75, qui est le meilleur buteur d'Europa League, pourquoi pas. Aubameyang à 2,75, c'est plutôt intéressant. Et ça te ferait repasser devant Elton. Oui.
dans le tableau. Yacine et moi, on a le même match. Donc si on a le même match, c'est qu'on n'a pas le même résultat. C'est le match entre le Milan et la Roma. Alors, vous connaissez Yacine. Donc Yacine, qu'est-ce que tu nous as choisi? Match nul. Tant qu'il ne sera pas passé, je le lâche pas. Yacine passe son temps à faire des matchs nuls. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, hein, mine de rien, dans cette. C'est pas déconnant. Hein. En plus, 2 matchs entre Italiens, c'est un match aller. Enfin, c'est pas, j'ai pas inventé un truc là. Ouais. Non. Voilà. J'ai pas fait une Luis Enrique. C'est-à-dire qu'en fait, tu as choisi un match nul et tu t'es dit dans quelle rencontre ça pourrait être le plus crédible. Exactement. Et j'ai trouvé celui-là. Et t'as pris Milan-Roma. Voilà. Donc le match nul à C'est une bonne cote, 3,55. Hein? C'est une bonne cote quand même. Ouais, c'est pas mal. 3,55 pour un match nul, c'est pas mal. Le match nul pour Yacine. Et moi, je reste dans ce match-là. Et moi, je vois la Roma à 4,70. Parce que la Roma de Rossi, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Dybala est très très bon en ce moment. Donc, ils ont fait quoi contre la Lazio déjà? Ils n'ont pas fait un bon match. D'accord. Mais ça n'empêche que c'est parce qu'il faut se concentrer sur la Coupe d'Europe. D'accord. Voilà. Okay. On enlève l'aspect émotionnel d'un derby et on y va sur. C'est le début très émotionnel. C'est le début de. Donc ils vont battre Milan là-bas. Ils vont battre Milan là-bas. Ouais. Peut-être un but de Dybala. 4,70, je trouve ça bien. Voilà. T'aimes bien ces cotes-là parce que je me rappelle que l'année dernière en Europe, comme ça, tu mettais la Roma souvent à l'extérieur. Ouais. J'aime bien la Roma. Ouais. C'est un beau club, la Roma. C'est une très belle ville, Roma. D'accord. Très très belle ville. Voilà, la Roma pour moi, le match nul pour Yacine et Aubameyang pour Walid. Je trouve que ma cote est la plus cohérente. Oui, c'est la plus petite aussi. Oui. C'est pour ça. On va se quitter là-dessus. On va se quitter, en tout cas brièvement. Pour ceux qui sont encore debout dans la nuit, vous allez pouvoir vous coucher. Et puis demain, dans la journée, vous aurez la vidéo sur le Barça où on va débriefer la perf des hommes de Xavi parce qu'il n'y a pas qu'une défaite du PSG. Il y a eu une victoire du FC Barcelone. Sinon, merci Yacine. Merci à vous. Merci Walid. Merci à toi. Merci à Fares Hachem qui a préparé et réalisé l'émission. Et puis on se donne rendez-vous très vite sur la chaîne du Club E5. Ciao tout le monde. Ciao.